Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci on se retrouve, déjà comme la dernière fois, comme la dernière vidéo, on se retrouve avec ma voix toute pourrie parce que je suis malade et mon thé chaud pour pouvoir parler. Mais ça va, ma voix est correcte. Par contre, on se retrouve pour parler d'un film, et la meilleure sorte de film, quelle est-elle? Évidemment les films d'horreur. J'ai eu la chance de voir ce film en avant-première, c'est le film Smile, qui sort aujourd'hui même, le jour où sort cette vidéo. Moi je l'ai vu vendredi dernier, et j'avais trop hâte de vous en parler parce que c'est un film d'horreur. Par contre je vous préviens, j'ai un petit coup de gueule à passer concernant ce film, donc je n'en dis pas plus. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, Smile est un film d'1h55 de type horreur. Attention, il y a plusieurs catégories, en tout cas moi je distingue plusieurs catégories dans les films d'horreur. Je dirais qu'il y a les films d'épouvante qui sont un peu plus basés sur le paranormal mais qui vont pas dans le violent ou dans le trop surprenant, qui généralement n'utilisent pas les jumpscares. Le film d'angoisse qui lui est plus basé sur l'ambiance, et le film d'angoisse est souvent associé au thriller par exemple. Il y a le film gore qui là est ouvertement violent avec du sang, de l'organe, etc. C'est un peu la thématique du film. Et le film d'horreur, horreur brute, c'est un film où on va avoir par exemple des jumpscares, où on va avoir du surprenant, on va avoir de la peur, qui parfois s'associe à l'angoisse ou à l'épouvante, mais qui n'est pas forcément obligé de passer par ces sous-catégories-là, on va dire. Et ce film-là, Smile, s'inscrit pour moi dans le genre horreur, c'est-à-dire qu'il cherche à nous faire peur, pas à nous mettre dans un sentiment d'angoisse ou quoi que ce soit, même si ça participe évidemment, mais c'est un film qui cherche à nous faire peur. Le film sort donc aujourd'hui le 28 septembre 2022 et il est réalisé par Parker Finn. Parker Finn, c'est un réalisateur et scénariste, et ce film, Smile, c'est son premier long métrage au cinéma. Il a déjà réalisé 2 courts métrages, l'un en 2018 qui se passe dans une forêt qui s'appelle The Hide Behind, il dure que 10 minutes, et un second en 2020 qui lui dure 20 minutes, qui s'intitule Laura Hasn't Sleep, donc Laura n'a pas dormi, qui tourne autour de la thématique d'une thérapeute qui reçoit une patiente qui n'arrive plus à dormir et qui fait des cauchemars. Or ce thème de la thérapie, on va le retrouver dans le film dont on va parler aujourd'hui, Smile. Mais avant de vous en dire plus sur l'histoire du film, revenons ensemble sur le casting, qui est un casting plutôt peu connu, on va dire. En premier rôle, nous avons Sosie Bacon. Alors Sosie Bacon, elle a déjà joué en 2018 dans le film Charlie Says, qui reprend un petit peu les événements autour de Charles Manson aux États-Unis. Charles Manson était à la tête d'une espèce de secte, et il a il a commandité à ses adeptes un ensemble de meurtres dont certains sont très connus. Mais je vous invite à vous référer notamment à ce film Charlie Says ou également au reportage de Arte, très intéressant. Et en 2017, entre 2017 et 2019, elle est apparue dans la série 13 Reasons Why, donc 13 Reasons Why, qui est une série qui a pas mal cartonné sur Netflix. Personnellement, j'avais commencé la saison 1 et j'avais pas continué parce que c'est pas une thématique qui m'intéressait particulièrement. À ses côtés, qui incarne son compagnon, nous avons Jesse Usher. Jesse Usher, on l'a déjà vu dans Independence Day 2. Vous savez, le film qui n'a pas existé, qui est censé faire suite à Independence Day 1, et qui est sorti en 2016. Plus récemment, en 2019, on l'a vu dans la série The Boys, qui est une série très intéressante dont il faut vraiment qu'on parle un jour sur la chaîne, mais j'en ai pas du tout eu l'occasion pour le moment d'en parler avec vous, mais j'aimerais vraiment qu'on en parle un de ces 4. Et pour finir ce casting, nous avons également Kyle Gaynor. Alors lui, c'est un habitué des films d'horreur. Il a apparu notamment en 2010 dans le reboot de Freddy les Griffes de la Nuit, il a apparu en 2019 dans Le Dernier Rite, et cette année, en 2022, il est apparu dans le film Scream, vous savez, le dernier qui est sorti, qui était pas fifou, et sur lequel je vous ai fait une vidéo si jamais vous voulez qu'on en parle plus largement. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas forcément un casting de tête d'affiche, entre guillemets, on n'a pas des gros noms du cinéma, donc on sent bien que le film n'a pas particulièrement misé sur son casting pour vendre. En fait, il a plus misé sur l'aspect film d'horreur et aussi sur le concept et l'histoire qu'il essaye de nous développer. Alors au niveau de l'histoire, qu'est-ce que cela nous raconte? Nous suivons Rose Cotter. Rose Cotter, elle est thérapeute à l'hôpital, elle est psychiatre à l'hôpital, elle reçoit les patients du service des urgences psychiatriques, donc elle fait un métier qui est très dur, dont on a d'ailleurs récemment parlé dans un autre contexte d'horreur, puisque c'est également le métier de l'héroïne de la série Devil in Ohio sur Netflix, dont je vous ai parlé récemment. Je sais pas pour vous, mais je pense que thérapeute aux urgences de l'hôpital, c'est pas très safe si tu crains les démons et tous ces machins là.
En tous les cas, dans le cadre de son métier, alors qu'elle en est à sa 3e nuit de suite, enfin en gros elle est extrêmement fatiguée, etc., elle va assister à un événement hautement traumatique lors d'une rencontre avec une patiente, et ça a malheureusement poussé son patron à la mettre en arrêt. Au lieu de se reposer et de profiter de ce moment pour se remettre de ses émotions, elle va commencer à voir des choses, à entendre des choses et à penser qu'il est en train de lui arriver quelque chose de l'ordre du paranormal. Elle va alors se lancer dans une enquête pour essayer de comprendre ce qui lui arrive et comment lutter contre. C'est toute la thématique du film. Au niveau de la direction artistique, honnêtement, c'est assez intéressant. Ça sort pas complètement du classique habituel, mais il y a quelques petites choses qui ont titillé personnellement ma curiosité et mon intérêt. Au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau des personnages, c'est assez basique, c'est assez classique. L'hôpital, la maison un peu design, avec des grandes baies vitrées, vous savez, pour créer un peu l'angoisse et le sentiment de se faire observer, la petite maison abandonnée dans la forêt, etc. Tout cela est relativement classique et ne sort pas vraiment de l'ordinaire. Pareil pour les costumes, et pareil d'ailleurs pour le jeu d'acteurs, ils sont dirigés de façon assez classique. On a beaucoup de cris, on a beaucoup de cris. Il faut reconnaître que dans le film, on a beaucoup de cris, même pour des scènes qui le nécessitaient pas forcément, mais on a beaucoup de cris, on a un jeu d'acteurs qui est bien fait mais très classique, il sort pas vraiment de l'ordinaire. Donc on a une base très neutre, très classique, très habituelle. Mais ils vont faire des choix intéressants au niveau des plans, notamment des plans en biais. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans les angles classiques et filmé de façon classique, c'est-à-dire droit comme la vision normale d'un être humain, si vous voulez, là ils vont faire des plans en biais, en haut, des plans qui tournent, des plans upside down, enfin à l'envers. T'as l'impression en fait que ta réalité se déforme alors que c'est juste la façon dont t'es posé la caméra et l'angle avec lequel la caméra filme, mais ça crée vraiment un sentiment de malaise assez profond qui colle assez bien à l'ambiance et qui colle assez bien à l'aspect oppressant qu'ils veulent donner pour coller en fait au sentiment de l'héroïne qui petit à petit commence à sentir que quelque chose se rapproche d'elle. Et pour créer chez nous ce malaise et pour créer chez nous ce processus d'oppression, ils utilisent ces espèces de plans un peu malsains, étranges en fait, qui collent très bien. De même, et attention, vous ne m'entendrez pas souvent dire ça, les jumpscares, il y en a même pas mal, je crois qu'il y en a 4 ou 5 de mémoire, sont assez bien utilisés. Oui, c'est possible. Je ne suis pas du tout une adepte du jumpscare, puisque la jumpscare ne crée pas la peur. Le jumpscare crée la surprise en te faisant sursauter. L'émotion forte que tu ressens n'est pas une émotion de peur ou de stress, c'est une émotion de surprise, puisque tu es surpris de ce qui se passe à l'écran. Mais ça peut participer à poser le décor et poser l'ambiance d'un film. Et là, je les trouve particulièrement bien utilisés parce qu'ils ne sont pas utilisés de façon classique, c'est-à-dire, vous savez, le héros, il ouvre la porte du frigo, on voit pas ce qu'il y a derrière la porte, hop, il referme, bouh, le monstre. Ou alors, le héros se baisse pour se laver le visage, il se relève, dans le miroir, bouh, le monstre. Ça, c'est les façons classiques d'utiliser le jumpscare. Là, ils rentrent pas, on va dire, dans les schémas classiques du jumpscare, mais on en a et ils sont plutôt bien utilisés. Ils permettent à chaque fois de bouleverser le rythme qui est en train de s'installer dans la scène, et j'ai trouvé ça très intelligent. Honnêtement, ça démontre d'une grande intelligence dans l'utilisation de ce levier pour créer l'angoisse, pour créer un petit peu le mal-être, et je trouve que ça démontre, du coup, d'une grande qualité de la part du réalisateur qui a su utiliser ce schéma extrêmement classique du cinéma d'horreur qui ne surprend plus grand monde d'ailleurs, en l'intégrant de façon différente dans ses scènes, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et des choix comme ça, il y en a plein d'autres qui parsèment un petit peu le film et qui font que, même si c'est assez classique sur la forme de base, il y a quelques petits gimmicks comme ça qui ont suscité mon intérêt. Le titre par exemple, donc le moment où le titre Smile apparaît, on a une musique qui est extrêmement forte, le titre Smile est affiché en rouge et il se met à clignoter de façon quasiment frénétique. J'ai trouvé ça super intéressant, le fait du choix du rouge, le fait de la musique extrêmement tonitruante, ça fait très Stephen King, hein. Voilà, on a un côté très Stephen King, voilà, très épouvante classique. Il y a une scène avant que tu pas particulièrement intéressante et tout d'un coup ton intérêt en tant que spectateur est complètement focus sur le film et j'ai trouvé que vraiment il y a tout un tas de petits trucs comme ça qui te permettent de complètement être dans l'histoire alors qu'en soi, de base, c'est assez basique. Par contre, premier bémol du film, c'est un peu le même que d'habitude, hein. Voilà, vous allez pas être surpris. Ah, ça nous montre la bébête. Autant tout le début du film est bien fait puisque tout est dans la subtilité et la suggestion, et du coup tu te sens oppressé et t'as du mal à comprendre pourquoi, parce que les plans sont bizarres, parce qu'effectivement, il y a le truc, mais le truc il est pas identifié, vous voyez, et tant que le truc est pas identifié, il te fait flipper. Pour moi, à partir du moment où tu me montres la bébête, et une fois que j'ai identifié le concept du machin, ça me crée plus du tout aucune angoisse ni rien. Faut que vraiment que dans les films d'horreur, ils arrêtent d'être aussi littéraux. Ils arrêtent de nous montrer littéralement à l'image ce que l'imagination pourrait faire à leur place, et le fait bien mieux puisque notre imagination fait bien plus peur que quoi que tu peux nous mettre à l'écran. Donc là, ils nous montrent la bébête. En plus, sur la fin, comme ils ont montré la bébête, il faut y aller à fond, parce que c'est la fin quand même, il faut que les gens, ils ont peur, il faut que les gens ils rentrent chez eux en disant « Ah, ça faisait peur ». Ils mettent du gore, complètement inutile, en plus pas très bien fait honnêtement, complètement inutile, qui n'apporte rien. Et là, ça c'était un peu décevant. Ça honnêtement c'était un peu décevant, et du coup c'est ce qui fait que la fin est un peu parce que à grosse bébête qui fait des trucs gore. Ouais. C'est pas le concept de ton film en fait. Du coup la fin elle sort complètement du reste de... C'est un peu dommage. Ça c'est un peu dommage. Autre
Autre point assez intéressant, c'est la musique. J'ai trouvé que la bande-son était excellente. Vraiment, elle est grinçante, extrêmement dérangeante, elle est présente tout le temps. Ce qui fait que le sentiment d'oppression vient notamment de la musique, parce que même dans les scènes où il n'y a pas de choses qui sont angoissantes, la musique elle est là, elle est lancinante, elle est dans ton oreille, c'est pas du tout des sons agréables, c'est pas du tout agréable, c'est pas une musique qui est agréable, tu vas pas écouter ça pour te détendre le soir, pour faire dodo, non, c'est une musique qui est très oppressante, très grinçante, très désagréable, très très dérangeante à l'oreille. En plus, ils ont bien utilisé la stéréo, ce qui fait qu'il y a des sons que t'entends que d'un côté, on était dans une salle Dolby, du coup on avait bien le côté immersif de ce côté-là, et j'ai trouvé vraiment que la bande son était extrêmement intéressante, très présente, mais pour le coup, vu qu'on avait une certaine faiblesse sur la base au niveau de l'image, avec des décors très classiques, etc., ça apportait vraiment quelque chose. Par contre, attention, alerte, la VO est très mauvaise. Enfin, la VO est très bonne, la version originale, les blabla des personnages, mais les sous-titres sont très mauvais. C'est-à-dire que ce qui est écrit en bas ne correspond pas vraiment à ce que disent les personnages. Globalement, ils essayent de coller au maximum. Alors effectivement, il y a des expressions qui, traduites en français, n'utiliseront pas les mêmes mots pour transmettre au mieux l'expression. Mais là, c'est vraiment juste que ce que les personnages disent, c'est pas la même chose qui est écrite en bas. Il y a même des moments où il y a des décalages qui sont assez dérangeants. Alors pour le coup, si vous comprenez absolument pas l'anglais, ça vous dérangera pas parce que vous serez en train de lire les sous-titres. Et moi, je comprends l'anglais, donc généralement, j'ignore les sous-titres, mais ton cerveau, par habitude, par automatisme, en tâche secondaire, il lit ce qui se passe en bas, et tant que ça correspond, t'y fais pas attention en fait. Par contre, quand tu sens qu'il y a une dissonance entre ce que t'as entendu et le bas, ton cerveau va sortir du film pour dire tiens c'est bizarre, c'est différent. Et ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est super relou. C'est un peu dommage. Très honnêtement, je sais pas trop comment fonctionnent les systèmes de sous-titrage, j'imagine qu'il y a des gens qui sont des traducteurs qui sont chargés d'écrire et qu'ensuite il y a quelqu'un qui les rentre. Mais là il y a clairement eu un problème au niveau des traductions parce qu'à plusieurs moments ça m'a complètement sorti du film. À un moment il dit Mom is gonna die, donc ma mère va mourir, et ce qui est écrit en bas, c'est pas ça. Il y a écrit elle ou il ou je sais plus quoi, mais bon, il y a pas écrit Mom is gonna die en bas, et c'est quand même très problématique je trouve. On en arrive à un point je suis obligée d'aborder, mais qui est pas complètement défavorable au film, mais bon, il faut quand même le dire. Ce film est très largement inspiré de It Follows. C'est pas très grave parce que It Follows est un excellent film, donc en soi c'est une très bonne base de travail de s'inspirer du travail de It Follows, qui est le coup de cœur de ces dernières années en matière de films d'horreur, de films d'angoisse. C'est vraiment un excellent film. Le problème c'est que quand tu t'inspires de quelque chose d'aussi bon, tu as la pression de faire quelque chose d'aussi bon. Et là ce n'est pas le cas. Alors certes il rajoute quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que dans It Follows le principe c'est que le truc te follows, donc le truc te suit, c'est le principe. Une créature, on ne sait pas ce que c'est, qui ressemble à n'importe qui te suit. Voilà, ça c'est le concept de base de It Follows, concept excellent s'il en est. Et là, ils ont repris un petit peu le concept, sauf que le côté « il te suit », ils l'ont pas utilisé, par contre ils ont utilisé le smile. Il faut reconnaître que les sourires un peu forcés comme ça, hors contexte, c'est un peu dérangeant. Voilà, quelqu'un qui te fixe un sourire que tu ne connais pas ou qui est pas dans le bon contexte, c'est un peu chelou. Ouais, voilà, je me vois dans le retour et c'est super chelou. Donc en soi, c'est malsain, c'est décalé, c'est intéressant. Et en plus, la notion de chaîne démoniaque, de chaîne de malédiction qui est abordée dans It Follows, qui est abordée dans ce film Smile et qui est abordée dans plein de films d'horreur, que ce soit The Ring, que ce soit Destination Finale, etc. C'est un concept qui fonctionne extrêmement bien dans les films d'épouvante ou les films d'horreur. Donc là encore, ils ont bien choisi leur idée, ils ont rajouté un caractère malaisant, dérangeant avec le sourire. Honnêtement, c'est intelligent comme concept. Oui, c'est largement inspiré d'It Follows, mais ils ont réussi à apporter un truc intéressant en plus. Le problème, c'est qu'ils ne sortent pas vraiment de ça, c'est-à-dire, hormis l'ajout du sourire, il n'y a rien de surprenant dans ce qui se passe, tout est assez prévisible. La scène du chat, par exemple, pour ceux qui ont vu le film, cette scène, elle est extrêmement prévisible, elle est bien ficelée, elle est bien, mais elle est extrêmement prévisible. Tu le sais à l'avance ce qui va se passer, ça se passe, c'est bien mis en scène, mais c'est dommage parce que c'est prévisible. Et la fin, c'est pareil, la fin, elle est 100% prévisible, de toute façon, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire ça. Je trouve que honnêtement, ils auraient pu au moins faire en sorte que... Mais bon, c'est décevant de ce côté-là. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a des idées dans la mise en scène, tu sens qu'il y a des idées dans la bande-son, tu sens que c'est des gens qui veulent dire quelque chose, qui ont quelque chose à apporter, et c'est ce qui fait que leur film est intéressant, que tu passes quand même un bon moment. Mais c'est très dommage que ce soit aussi prévisible. Je pense que eux-mêmes s'en sont rendus compte et que c'est pour ça qu'à la fin ils nous mettent beaucoup la grosse bébête et beaucoup du gore, pour combler un petit peu le vide de... ils se sont rendus compte que quand même leur scénario était vachement creux quoi. Donc on va mettre du sang, le sang ça résout tous les problèmes. Ouais, non, non. Donc en soi, si je fais le bilan, comme d'habitude, le film est sympa en fait, il est assez efficace visuellement, il est assez efficace dans son scénario, le jeu d'acteur est correct, les décors sont basiques, mais il y a quelques petits ajouts, quelques petits points qui sont dérangeants, sont angoissants, qui fait que vous allez être dans un sentiment de mal-être en regardant le film. Le décalage entre le sourire et les situations crée un sentiment de malaise, crée l'angoisse, donc en soi le film est intéressant. Quel a été le vrai problème du film pour moi, hormis la prévisibilité? Le vrai problème du film pour moi, ça a été les gens. Oui, les gens.
Et c'est là qu'on en arrive à mon coup de gueule. Mais c'est pas vraiment un coup de gueule parce que c'est encore et toujours la même chose, mais c'est juste que c'est fatigant. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que le film est assez intéressant pour avoir réussi à me maintenir concentrée sur le film pendant les 2 heures qu'il dure, alors même qu'une bande de dégénérés impolis était en train de hurler, de crier, de rigoler, de faire des oulala à des moments qui étaient complètement inadaptés pendant le film. On est allé le voir à la soirée de l'horreur. La soirée de l'horreur, normalement, c'est une soirée, ça commence à 22h, donc en soi c'est assez tard le soir. En général, ça permet de faire le tri. C'est-à-dire que déjà, c'est pour des gens qui se tiennent un peu au courant des avant-premières, etc. C'est pour des gens qui aiment l'horreur et qui savent qu'il y a la soirée de l'horreur en général à cette période-là. Et c'est pour des gens qui peuvent rester assez tard le soir au cinéma. Donc normalement, on évite les gosses. Là, c'était pas le cas, mais bon, bref. Et jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu de problème aux soirées de l'horreur. Jamais. Ou alors la seule fois où il y en avait 2-3 qui refusaient de se taire, il y a des gens qui se sont levés, qui leur a dit de se taire, ils ont obéi. Problème résolu. Là, ça a été insupportable pendant toute la durée du film. Des groupes de gamins, parce que c'est des gamins qui sont pas du tout majeurs, hein, clairement, soyons ok sur ce point, qui sont assis et qui ne font que rigoler et hurler et dire « Oh là là, oh j'aurais pas aimé, ah pourquoi il a fait ça ?» Ou parce qu'ils font des bruits aussi, ils font des sons. Mais enfin, ça n'est pas possible. Je comprends pas comment les salles de cinéma tolèrent ça. Ça fait plusieurs années que ça arrive. Moi maintenant je choisis hyper strictement mes horaires pour aller voir des films d'horreur au cinéma. C'est-à-dire que quand il n'y a pas des avant-premières comme ça, j'y vais le matin ou le dimanche. Je me contrains et j'adapte ma façon d'aller au cinéma à la connerie humaine. Voilà. Si maintenant il commence à être présent aux avant-premières et aux soirées de l'horreur, et s'il commence à venir aux séances du dimanche matin, bon ça je pense qu'il y a des doutes parce que c'est pas le genre de personne qui se lève tôt, j'imagine. J'espère. Mais ça va pas être possible en fait. Et ces gens-là gâchent les expériences de films, surtout les expériences de films d'horreur qui sont des films d'ambiance. Un film d'horreur c'est un film d'ambiance, il faut maintenir l'ambiance. Et si en plein milieu d'une scène qui fait peur, il y a je suis désolée, c'est pas possible. Et ça m'a énervé, mais ça m'a saoulée. Et je sais que ça ne sert à rien parce que c'est jeter une pierre dans l'eau que de m'énerver devant vous. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Mais ça me détend. Et si maintenant on peut plus les esquiver, on fait comment en fait? On fait comment? En soi, dans le cinéma où moi je vais, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui soient trop insupportables, et notamment alcoolisés. Et j'étais allée prévenir les agents de sécurité pour qu'ils les dégagent. Donc quand ils sont alcoolisés, t'as une bonne raison de les dégager. Mais quand, enfin, tu peux pas aller voir les agents de sécurité pour dire ils poussent des cris. Surtout que c'est des gens qui font croire qu'ils ont peur. En fait, ils ont vraiment peur. Mais pour détendre l'atmosphère et pour faire genre devant leurs potes, ils poussent des gros cris pour faire croire qu'ils ont pas peur et pour faire croire que c'est humoristique. C'est des gens qui, pour cacher qu'ils ont peur, grossissent le trait. Mais du coup, ils font chier tout le monde. Enfin bon. En tout cas, personnellement, ça m'a gâché l'expérience du film, mais j'ai quand même réussi à rester concentrée sur le film et à rester globalement dans l'ambiance. C'est vous dire que le film est quand même assez bon, parce que si le film avait été de mauvaise qualité, en fait, si l'ambiance n'avait pas été assez forte et assez présente dans le film, j'aurais complètement décroché et j'aurais juste été vénère pendant 1 heure en train de fulminer comme une vieille mamie à lunettes. Oh, cette jeunesse, oh, elle ne va plus. J'ai pas fait ça. Je suis restée concentrée sur le film, donc ça montre que le film est bon et ça montre que l'ambiance est assez présente et assez bien montée pour que on reste dans le truc. Mais sérieusement, pourquoi quoi? Pourquoi ces gens font ça? Et pourquoi personne ne fait rien? Et comment on en arrive là? Trop de questionnements, beaucoup trop de questionnements, je m'attends pas à ce que vous ayez des réponses pour moi, mais il fallait que je vous en parle parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une expérience aussi néfaste au cinéma en rapport avec un film d'horreur, parce que du coup voilà, maintenant je choisis très strictement mes horaires pour aller voir des films d'horreur, et ça m'a vraiment saoulée. Déjà que je sais qu'en semaine, le soir, surtout les séances de 19, 20 ou 21h, on ne peut plus aller voir des films d'horreur en semaine, c'est plus possible, ni le week-end d'ailleurs. En fait, je ne vais jamais aux séances films d'horreur de 19, 20h, 21h. Si j'y vais, c'est le matin. Le mercredi, dans l'après-midi, en général, c'est assez tranquille. En été, parce qu'en hiver, après, quand il m'a fait froid, les relous reviennent. Le mercredi après-midi, tu peux y aller qu'en été. Le samedi, tu peux y aller le matin. Le dimanche, tu peux y aller le matin. Mais c'est super relou de devoir choisir des séances en fonction de la possibilité qu'il y ait des gens qui sachent pas se tenir. Voilà. C'est tout, mais c'est saoulant. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur le film Smile jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce film vous intéresse ou si vous aussi vous avez déjà vécu des situations insupportables comme ça au cinéma. Je suis sûre qu'on en a déjà tous vécu et c'est ça le plus triste, c'est que je suis sûre qu'on a déjà tous vécu ce genre de situation et je suis sûre que vous allez partager mon agacement ou du moins si vous ne le partagez pas au moins le comprendre. Je suis désolée d'avoir partagé quelque chose d'aussi négatif et improductif parce que je me doute bien que c'est complètement improductif de m'énerver ici, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est cathartique, si vous voulez. C'est très bien. Comme ça, au moins, j'ai extériorisé et maintenant, ça ira mieux. Jusqu'à la prochaine fois où je me taperai les relous du cinéma.
Mais j'espère que ça n'arrivera plus. Franchement, c'était pas arrivé depuis longtemps, donc honnêtement, j'espère qu'en choisissant bien mes horaires, ça n'arrivera plus avant un certain temps. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment, c'est gratuit, c'est juste en dessous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu au courant des sorties de vidéos, des posts communautaires et des lives. Je ne vous embête pas plus, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages sans le moindre relou. Pas un seul relou. Et nous, on se dit à très vite. Allez. Il sort donc aujourd'hui le 21... Non, 28. Pour coller en... Et ils permettent à chaque fois de... Les sourires forcés comme ça fait flipper. Ça me détend. Ça me détend parce que c'est énervant. Ils ont des enfants, ils vivent encore chez leurs parents, j'imagine. C'est d'ailleurs probablement leurs parents qui ont payé leur billet de cinéma. C'est pas possible. On devrait les filmer et envoyer les vidéos à leurs parents. Et j'espère que leurs parents seraient choqués. Mais ça se trouve, leurs parents seraient pas choqués. Parce que ça se trouve, c'est leurs parents qui leur ont appris à faire ça. Ça ne va pas du tout. Non, mais c'était pas... Bref. C'est super chiant, quoi. C'est saoulant. J'ai trop forcé avec mon énervement. Ou alors il faudrait genre un agent de sécurité. Mais c'est pas possible d'avoir un agent de sécurité par salle de cinéma. D'autant plus que dans la plupart des salles de cinéma, il ne se passe rien d'aussi chiant. Donc je sais pas si on les voit avec les caméras nocturnes. Si des gens qui hurlent et qui s'agitent et tout, on les voit. Mais faut surveiller pour les voir. Je baille en même temps que je parle, c'est absolument n'importe quoi. Mais un problème parce qu'une salle de cinéma c'est un espace commun, il faut vivre avec les uns et les autres. Généralement la meilleure façon de vivre avec les uns et les autres c'est que chacun vive son film de son côté et ne partage pas son émotivité avec toute la salle. Meilleur moyen de bien vivre ensemble. Que faire lorsque des gens ne respectent pas cette règle tacite qui est dans le but que tout le monde profite de son film, je m'abstiens de m'exprimer oralement en public auprès de tous pour que chacun puisse avoir sa propre réaction, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai pas de réponse, mais je vous remercie de m'avoir écouté. C'est tout.